Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Afrique par le Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast, et je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Aujourd'hui, je reçois Vladimir Fomene. Il est développeur Bitcoin, il vit au Cameroun et on va discuter de son parcours de développeur Bitcoin et surtout de ce sur quoi il bosse actuellement, parce qu'il a de très belles choses à nous dire au sujet de Bitcoin dans son pays et plus généralement du développement de Bitcoin en Afrique. Bonjour Vladimir, comment tu vas? Bonjour Prince. Je te remercie de m'avoir sur ton podcast. Il n'y a pas de souci. Écoute, le plaisir, il est partagé. Moi, quand ton profil m'a été suggéré pour participer au podcast, c'était avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que moi, je l'ai vu. Et puis, j'ai un peu creusé, tu vois. Mhm, mhm, Et je voyais tes interactions avec Kala Africa. mhm, mhm, Exactement. Donc, je me suis mhm. dit, attends, est-ce qu'il fait pas partie de la promotion de développeur Kala? Du coup, Justement. mon rapprochement est fait ou mon rapprochement est bon ou pas? Ouais, ouais, ton rapprochement est bon. Ouais, Ok. Bon, je savais que je tenais le bon bout. ouais, Mais bon, ouais. on va en parler tout à l'heure. Pour ceux qui Mais connaissent pas, je pense que... Oui. petite correction, je suis actuellement à Nairobi, mais je suis camerounais. Ah, ok, ok. Ouais. Autant pour moi. Autant pour moi, Mhm. désolé. Ok, donc Vladimir, je veux que tu nous parles, comment est-ce que tu as découvert Bitcoin et comment est-ce que tu as basculé pour devenir Bitcoiner en fait? OK. Bon, je vais d'abord commencer par dire que d'habitude, la majorité des gens vont te dire que la première fois qu'ils ont vu le Bitcoin, ils n'ont pas pu dormir pendant 2 semaines. Mais bon, c'était pas mon cas, hein. Parce que déjà, en 2004, en 2015, j'avais déjà rencontré le Bitcoin sur le Silk Road. Le Silk Road, c'était un site web sur le dark web où on vendait beaucoup de la drogue, on vendait la drogue. Et les gens utilisaient Bitcoin comme un moyen de paiement sur le Silk Road. Le temps là, pour moi, vraiment, c'était pas quelque chose d'important. Je regardais juste, bon, si j'étais plus intéressé par le dark web que le Bitcoin, en vérité. Maintenant, la deuxième fois que je rencontre le Bitcoin, c'est en 2017 quand le prix était en train de monter et du coup, c'était le genre, c'est une opportunité pour se faire beaucoup d'argent. Je me rappelle, le temps là, j'étais encore sur le campus et puis il y avait des étudiants qui essayaient de mettre l'argent là-dedans. La vérité de la chose, c'est qu'à la fin, il y a beaucoup qu'on a frappé dans le processus. Euh, En 2018, je rencontre encore le Bitcoin. Là, Non mais maintenant, dis-moi, ces deux fois-là, tu n'en avais pas acquis aussi. non, non, Ok, pas du ok, tout, pas du tout. ok, En 2018, je rencontre encore le Bitcoin. Cette fois-ci, je le rencontre sur un angle beaucoup plus informatique. C'est-à-dire, il y a un des professeurs au Ghana qui est, disons, un des pères fondateurs de l'Internet, mais ok. il est ghanéen. Donc, il est venu parler du Bitcoin. Je me rappelle le temps, il y a une phrase qu'il avait utilisée. Il avait dit, si on pense que l'Internet était une révolution, il a dit que ça, c'est la prochaine révolution. Même le temps, là, je regardais, je disais que, bon, c'est intéressant, mais bon, là, actuellement, il faut que je parte chercher mon travail. C'était en 2008, c'était en 2018. En ce Ok. temps-là, on était en train de quitter l'école. Mhm. C'est pendant maintenant la pandémie de la COVID Mhm. que j'étais à la maison, j'avais un peu de temps, l'économie ne marchait pas bien. Déjà, je suis quelqu'un que je peux dire que quelque part, j'ai voulu faire les arts. Bon, pas que j'ai voulu faire les arts, j'étais très fort en art, un truc comme l'histoire et l'économie. J'étais très fort en histoire et l'économie.
Donc, dès déjà au lycée, on m'avait orienté pour faire histoire, géographie, économie. Mais bon, mon père n'avait pas voulu parce que pour lui, vraiment, il fallait pas que ses enfants font quelque chose d'autre à part les trucs scientifiques. Donc, c'est comme ça Mhm. que je finis en C. Donc, Ok. déjà pendant la pandémie, je faisais beaucoup de recherches sur non seulement l'économie, comment est-ce que l'économie fonctionne, Mhm. l'inflation, c'est quoi, c'est vraiment quoi l'inflation et tout le reste. Et puis, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire le volontariat pour pour une des développeuses très reconnue dans l'espace d'Ethereum. Ouais, donc c'est comme ça que je commence à travailler avec elle. Et j'étais en train de développer son site web. Je développais son site web. Elle était en train de préparer un cours pour introduction à la crypto-monnaie. Pour moi, je cherchais juste des connexions. À vrai te dire, en ce temps-là, je me rappelle, je venais de quitter mon travail. Je cherchais un autre travail. Donc, du coup, pour moi, vraiment, je cherchais juste des connexions pour le prochain geek. Donc, Et à la base, tu as une formation de développeur, c'est ça? oui, j'ai une formation de Et développeur. tu as travaillé dans ce domaine-là un peu. Oui, Ok. j'ai travaillé dans le domaine en tant que développeur. Ok. Maintenant, elle avait mis du contenu en place, de très bon contenu. C'est-à-dire, elle te elle t'explique l'histoire de l'argent tel qu'il est. Elle t'explique les différentes formes d'argent. Elle t'explique en fait que l'argent à la forme, c'est une technologie. Et puis, elle Mhm. t'explique le problème de- du monde financier tel qu'il est actuellement. Et puis, elle t'explique maintenant pourquoi est-ce que le Bitcoin est important. Mais bon, le temps là, je me disais, bon, comme je travaille avec elle, je me disais, bon, le Bitcoin est important, mais il n'y a Ton pas, salaire est mieux. non, 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 le temps là, je me disais beaucoup plus, je ne vois pas beaucoup de mouvements autour du Bitcoin. Il y a beaucoup de Ok. mouvements autour de Ethereum, il y a les NFT, Mhm. il y a ceci, et puis il y a beaucoup de buzz, tu vois. Donc vraiment, ça ne m'avait pas intéressé. Mais je pense à la fin de l'année, j'ai finalement compris qu'est-ce que le Bitcoin était en train d'essayer de résoudre. Parce que je voyais comment la Federal Reserve, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, avait imprimé beaucoup d'argent. Et puis j'ai commencé à suivre les économistes qui expliquaient pourquoi est-ce que c'est mauvais. Et puis j'ai commencé aussi à regarder, et puis j'ai commencé à regarder dans l'histoire et voir comment quand les Allemands ont été vaincus pendant la Première Guerre mondiale et puis on les a demandé euh, de payer une certaine somme d'argent aux vainqueurs. Ce qu'ils ont décidé de faire à un moment, c'est qu'ils sont partis et puis ils ont décidé d'imprimer beaucoup d'argent pour venir payer leur dette. Et Mhm. du coup, c'est comme ça que leur monnaie a perdu de valeur. J'ai quand même regardé toute l'histoire de la monnaie et tout le reste. Et c'est là actuellement que j'ai compris que non, le truc qu'on appelle le Bitcoin, c'est vraiment, c'est vraiment une technologie qui est en train d'aller dans la bonne direction. Et en ce temps-là, pour moi, c'était clair. C'était que non, s'il y a une chose sur laquelle je peux travailler actuellement, c'est le Mhm. Bitcoin. Il n'y a pas d'autre chose le plus important. Et c'était encore plus important. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est open source. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'être employé par Google pour pouvoir regarder ce code. C'est un code que tu peux avoir accès à dès que tu crées un compte GitHub et puis tu commences à regarder sur la plateforme. Donc, c'est un peu comme ça que je m'intéresse au Bitcoin, disons ça comme ça. Ouais. Tu vois, il y a dans ton parcours initiatique en griffe, je vois qu'il y a plusieurs fois où tu es rentré en contact en griffe avec Ouais. Bitcoin, Ouais. mais le contact n'a pas été bon. Je veux dire, ça n'a pas été concluant en griffe. Ouais. Tu as Ouais. parlé de Silk Road et c'est très intéressant que tu en parles. Enfin, pour ceux qui ne savent pas,
Silk Road, ça a été le premier gros scandale autour de Bitcoin. Ça a même failli emporter Bitcoin. Mhm, Mais en mhm. même temps, ça a donné une exposition médiatique énorme à Bitcoin. En fait, Citro, comme tu l'as dit, c'était un site internet sur lequel on vendait tout et n'importe quoi, mais surtout n'importe quoi. Mais surtout les choses les moins recommandables au monde. T'as parlé de drogue, des armes, tu peux payer un tueur à gages, tu peux payer des espions, des pirates, des hackers, tu peux payer de la pédopornographie, mais toutes les choses les moins les moins recommandables de cette terre. Tu vas avoir ça sur Silk Road. Et ils avaient la Mhm. particularité de le règlement, que le règlement se faisait en Bitcoin. Et vous verrez que ça a déteint finalement sur l'image de Bitcoin. Et Bitcoin en souffre aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que Bitcoin, c'est la monnaie utilisée pour des activités illicites. Mais ça vient de là-bas, de l'époque de Silk Road. Je sais plus trop c'était en quelle année. C'était dans les années 2000, 2015, je crois, que le scandale a explosé. 2013, entre 2013 et 2013. 2015, un truc comme ça, ouais, je C'est ça. pense. Donc, c'est là que le scandale explose. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont connu Bitcoin par ça. Soit, bon, parce qu'ils ont traîné un peu dans les affaires du Darknet, donc ils ont été exposés à ça. Soit Mhm. avec le retentissement médiatique de l'affaire Silk Road, parce qu'après, le site a fermé, ils ont emprisonné le propriétaire du site, machin et tout. Bref. Et c'est assez intéressant. Et puis, la deuxième fois dont tu as parlé, là, c'est le bull run de 2017. Bon, Ouais, ouais. je suis de cette école aussi parce que moi, c'est comme ça que j'ai entendu, c'est comme ça que j'ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois. C'était au bull run de 2017. Puis, ça s'est pas bien passé pour moi aussi. Je me suis désintéressé, ça m'a pas happé plus que ça. Et puis, c'est Mhm. après, pareil, Covid, pendant le confinement, que j'ai commencé à recreuser le sujet et que j'ai eu des points d'accroche un peu plus, disons, un peu plus intéressants et qui ont soutenu mon apprentissage et mon désir de connaissance du truc. Et ça, c'est très intéressant à entendre venant venant de toi, enfin, toi qui es développeur. Mhm. Non, si on essaie de rentrer un peu dans le dur du sujet, rentrer dans le cœur de ta compétence et de ce que tu fais, bosser sur Bitcoin, c'est devenu une évidence. Ça a été quoi ton parcours d'apprentissage du développement sur Bitcoin? Déjà, il faut dire que avant de commencer sur le Bitcoin, j'avais 2 ans d'expérience en tant que développeur. Et puis, un jour, j'arrive sur Twitter, je me rends compte que Jack Dorsey est en train de donner 500 bitcoins pour des développeurs et ils sont en train de former une équipe qu'ils ont appelée Bitros. Et puis, je regarde là les membres de l'équipe, je me rends compte qu'il y a un Nigérian là-dedans. Et j'essaie de suivre son profil, je me rends compte que, en fait, ces gars-là, ils sont en train de faire des formations Bitcoin. Ils ont une organisation qu'ils appellent Kala. Bon, déjà avant ça, moi, je m'étais dit, ce truc-là, il est open source. Et puis, déjà, Mastering Bitcoin, qui est comme la Bible de Bitcoin, Mhm, c'est en ligne, c'est sur GitHub, n'importe qui peut avoir accès. Et moi, je me sens beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. Ouais. ok. Donc, pour moi, c'est vraiment facile d'avaler ce contenu. Donc, je me suis dit, Mhm, ça ne sert à rien d'essayer de avoir des gens avec qui travailler. C'est quelque chose que je peux faire je peux faire, disons, dans mon tout seul. temps à côté. Ouais, ouais. Mhm, Donc, quand je vois ce truc, je me dis aussi, bon, ça serait bien d'avoir une communauté, tu vois. Et c'est comme ça que je finis par déposer une demande pour faire partie de Kala Africa. Et en ce ok. temps-là, moi, je me disais, bon, on ne sait pas, on dépose aussi. Apparemment, ces gens-ci, là, c'est quelque chose ils sont encore en train d'essayer parce que quand tu regardais même le site web,
En ce temps-là, Il n'y avait pas vraiment, grand-chose. ça ne ressemblait pas à grand-chose, hein. Il fallait vraiment croire que le Bitcoin, si c'est quelque chose pour pouvoir, pour pouvoir déposer une demande là-bas. Ouais. Donc, c'est comme ça que je dépose la demande et puis on me contacte et on me dit, bon, on va te faire passer un petit test et puis tu vas commencer. Si tu passes le test et puis tu vas commencer. C'est comme ça que, disons, ça a commencé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'initiative Car Kala Africa? Mhm. Kala Africa, en fait, c'est une initiative qui a été créée par des Africains, disons, qui sont des pionniers sur le Bitcoin, déjà des contributeurs à Bitcoin Core. Et puis, Bitcoin Core, c'est le logiciel Qui qui est à la permet, base de tous les nœuds de Bitcoin. qui permet d'implémenter les règles du protocole. Voilà, voilà. Mhm. Ben, donc, tu as ces développeurs qui travaillent sur Bitcoin Core et puis tu as aussi, il y avait des développeurs qui travaillent sur Lightning et puis il y a aussi un entrepreneur Bitcoin. Donc, ils se sont réunis et puis ils ont décidé de créer un programme pour former des Africains développeurs déjà, mais leur former pour être des développeurs Bitcoin. Le but de ce programme, c'est vraiment de te former dans la philosophie Bitcoin et aussi de te former dans le développement Bitcoin. Et ils se sont aussi focalisés beaucoup plus sur comment est-ce qu'on peut créer un pipeline pour l'industrie. C'est-à-dire que dès que tu quittes le programme, tu peux réussir à avoir un travail dans l'industrie. Ouais, c'est ça en fait Kala Africa. Ouais. Ah, ok. En fait, j'avais pas cette vision de la création. Parce que Kala Africa, moi j'en ai entendu parler quand il y a eu le financement du fonds BitTrust de Jack Dorsey et Jay-Z. Parce que Mhm. ce qui s'est passé, c'est que Jay-Z et Jack Dorsey, ils ont créé un Mhm. fonds pour aider au développement de Bitcoin en Afrique et puis en Inde, je crois. Oui, oui. Et puis, j'ai vu qu'ils ont financé, sinon ils ont apporté des fonds, des bitcoins à Kala. C'est comme ça que j'en ai entendu parler pour la première fois. Et puis que j'ai creusé le sujet, que j'ai entendu parler de Aboubakar Nour Khalil, Mhm. et puis d'autres, dont le CEO de Bitnob, machin et tout. Mhm. J'ai vu qu'il y avait une équipe, un nœud qui était de gars hyper, enfin, de grosses têtes en fait. Ouais, ouais, Et j'ai voilà. trouvé pour moi, c'est une des initiatives les plus impactantes dans le domaine de Bitcoin en Afrique, en fait. Ouais, Et donc, ouais, ouais. tu as postulé en ligne, étude de CV Petit bilingue. point de correction. Bitros n'a pas financé Kala. Donc, Ok, Bitros finance juste les développeurs africains. Mais ok, je pense que tu avais sûrement vu ça parce que je pense qu'il y a 3 personnes sur le conseil d'administration de Bitros qui font partie des fondateurs de Kala. Donc, du coup, c'est ok, justement pour ok. ça que tu On te peut disais faire que c'est la l'amalgame. même Ok, chose. ok, je vois. Ok, Ouais. non, mais pas de souci. Bon, merci de me corriger. Merci de me corriger. Donc, ouais, pour parler de ton processus d'intégration du projet, donc étude de dossier, et puis ensuite tu as passé un entretien et tu Mhm. as été retenu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais Ok. déjà, il faut que j'explique que c'est un programme vraiment, parce que je commence avec Kala en décembre et je finis avec Kala en juin, 2021? oui, 2021, et je finis avec Kala le 28 juin 2022. C'est tout récent. Mhm. Ouais. Donc, quand on commence en décembre, ce qu'on faisait, c'est ce qu'ils appellent le study group. Le study group, c'est un peu comme un book club. Et le but du study group, c'est quoi? Il y a le livre qu'on appelle Mastering Bitcoin. C'est 12 chapitres. Donc, chaque semaine, vous lisez deux chapitres. Et puis, il y a un jour où tout le monde va se réunir pour discuter du contenu de ces 2 chapitres-là. L'idée est Mhm. de raffiner ta pensée autour des concepts qui sont dans ce chapitre et puis
de demander aussi les questions que tu avais aux organisateurs. Donc, c'était un peu ça le but. Donc, on a fait ça pendant 6 semaines. Et puis, après les 6 semaines-là, il y a un autre programme que les autres ont fait que vraiment moi je n'ai pas fait, c'est le séminaire. Ouais, ils ont fait le séminaire. Le séminaire, je pense, c'est 4 semaines. Là, maintenant, vous approfondissez les notions que vous avez vues dans Mastering Bitcoin. Et puis, C'est plus des concepts philosophiques autour de Bitcoin ou on est déjà dans le dur de la programmation de Bitcoin? donc déjà dès le départ, on est déjà dans le dur de la programmation de Bitcoin parce que Ok. je sais que tu as sûrement eu à lire Mastering Bitcoin. Il y a beaucoup de trucs techniques. Non, Il y a beaucoup de, pas encore. J'ai pas encore eu le privilège de lire ça, malheureusement. Même si c'est la ouais. Bible, j'ai ça dans ma liste, en tout cas. Ouais, ouais. Mais déjà dans le livre Mastering Bitcoin, il y a déjà les notions techniques là-dedans. C'est Mm. vraiment technique. Il y a des chapitres où, si tu n'as pas fait l'informatique, tu vas facilement te perdre. Donc, Non, ouais. Donc, et puis, même déjà, après ça, on a eu le séminaire. Le séminaire, je pense, c'était 4 semaines, un truc comme ça. Et après le séminaire, maintenant, on a encore sélectionné donc des gens qui donc ce que je dois dire c'est que après le study group donc après avoir lu le livre on fait une sélection pour les gens qui doivent aller faire le séminaire maintenant Vous étiez après combien au début? je me rappelle plus hein, peut-être 300 un truc comme ça Ok. Mhm. et puis après après le séminaire qui est 4 ou 5 semaines on fait encore une sélection donc à la fin, on a eu 13 personnes Ouais. commencer le programme en avril. On a commencé le 4 avril, je me rappelle très bien. Ah, donc en décembre et avril, vous étiez encore dans le processus d'écrémage, en fait. Voilà. Ok. Ouais, donc ce Oui. que moi je peux dire, c'est que le but de ce processus-là, c'est vraiment pour tester, de voir les gens qui sont vraiment intéressés par ce truc qu'on appelle Bitcoin. Parce que la formation en elle-même, elle est très difficile. Et puis, si tu n'es pas vraiment passionné par la chose, à un niveau, tu vas craquer parce que c'est vraiment fait de telle manière que c'est comme si disons que c'est comme si tu étais dans un séminaire et puis tu étais devenu un moine de Bitcoin. Ce n'est Ah, que je vois. ça que tu fais pendant 3 mois. Même Et dis-nous, les week-ends, tu es censé écrire les articles sur le Bitcoin. Donc, tu ne respires pas. Ce n'est que le Bitcoin que tu fais. c'est normal, comme à l'école. Et donc tout ça, ça se faisait à distance. Voilà, on a fait tout ça à distance, mais vers la fin du programme, j'ai dit le programme a commencé le 4 avril, on était censé finir le 4 juillet. En juin, ils ont fait une rencontre de tous les membres du programme à Lagos. Ok. Donc, on était à Lagos en juin. Donc sélection, disons, il y a eu d'abord la partie étude de dossier, ensuite petit entretien, et la partie dure de la sélection a commencé en décembre. Ouais. Donc de décembre jusqu'à avril, on était dans des étapes de sélection avec une réduction des effectifs, donc écrémage. Et en Mhm. avril, vous avez commencé le programme en lui-même, Ouais. à distance toujours, Ouais. avec des rencontres, enfin une rencontre vers la fin à Lagos où toute la promotion s'est réunie en quelque sorte. Ouais, ouais, ouais. Ok. Maintenant, est-ce que pour intégrer le programme, il fallait, enfin le programme était financé ou pas? Le programme est financé. Ok. C'est ça qui est encore beaucoup plus intéressant. Tous les participants à Kala reçoivent un agent de poche. Ah Donc, ouais, ouais, ça, ouais. tu reçois le beurre, l'argent du beurre, quoi. Genre, on te forme et on Oui, te nourrit, mais ça, c'est top, ça. Ok. ouais, ouais. Bon, l'idée, c'était que, bon, tu as ça, ce sont des personnes qui ont décidé de quitter leur travail pour venir Mm. travailler sur le Bitcoin. On va pas quand même Oui, apprendre à farmer. Donc, il faut quand même que les gens ont certains argent de poche pour travailler. oui. Non, tout à fait. En Ouais, fait, je ne sais pas si les gens se rendent compte de ce qui est en train de se passer actuellement. C'est que tu as des initiatives de personnes qui se disent, bah, généralement des personnes fortunées, des personnes
qui ont le souci de changer les choses dans ce monde, qui se Mhm. rendent compte de ce que Bitcoin peut représenter et qui cherchent des initiatives de ce type-là à Pour financer. encourager. Ouais, ouais, Exactement. Parce que ouais. BitTrust, comment j'en ai entendu parler, je pense que c'était un article de presse ou un truc sur Twitter qui disait que les gars, ils font un appel aux développeurs Bitcoin. Donc, ils demandaient aux développeurs Bitcoin à se Mhm. déclarer pour Mhm. que eux ils puissent rémunérer ces développeurs Bitcoin là, afin que ces gars-là ne dépendent plus d'un autre employeur et Mhm. donc passent tout Et leur temps sur le à Bitcoin. travailler sur Bitcoin. Je dis, Ouais. mais c'est quoi ce truc? Mais c'est fou. Et c'est un peu ça qu'ils ont fait avec vous. Où vous avez déjà une expérience de développeur. On vous forme après une sélection, bien sûr. On vous forme. Et pour que vous puissiez être focus dessus, pour ne pas que vous soyez dispersé par l'activité qui vous permet de vivre au day-to-day, on vous Mhm. rémunère, vous êtes à fond dedans. Et puis en Mhm. plus, vu que c'est quelque chose de... C'est une niche, je dis être développeur Bitcoin, j'imagine que tout de suite, les profils enfin, les gens se battent pour vous avoir. J'ai vu que la première promotion, il y a des gars il y a Galoy qui a pris 4 ou 5 personnes dans la promo, et j'imagine que c'est un peu comme ça, les projets, Ouais. Bitcoin Only sont venus, enfin, Ouais, ouais. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bon, ce que je peux te dire, c'est que pendant les 3 mois du programme, le programme, c'est un peu comme une équipe, on fonctionne un peu comme une équipe d'ingénierie. C'est le genre, tu te lèves le matin et il y a ce qu'on appelle un stand-up. Le stand-up, c'est juste une réunion où tu viens expliquer ce que tu as fait hier et ce que tu comptes faire aujourd'hui. Et si tu as un blocus, tu l'expliques au groupe et puis, bon, un des mentors peut t'aider ou bien te débloquer. Et bon, ce que je dois aussi spécifier, c'est que les mentors qu'on avait là-bas étaient vraiment, vraiment qualifiés. C'était pas n'importe qui. Non seulement c'était des gens, soit ils avaient fait Chain Code qui est un autre programme de formation pour les développeurs Bitcoin aux États-Unis. Soit ils avaient fait Chain Code, soit ils étaient en train de travailler sur Bitcoin Core, soit ils étaient en train de travailler sur le Lightning Network. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pendant 3 mois. Et puis, chaque semaine, chacun avait son mentor. Chaque semaine, tu avais une réunion avec ton mentor qui était juste, le but, c'était de voir comment est-ce que tu es en train d'avancer et de voir comment est-ce qu'on peut t'aider si tu as un blocus. Chaque semaine, chaque participant devait produire un article technique sur le Bitcoin. ça me Ouais, rappelle les c'était bonnes ça. vieilles techniques. Ça me rappelle les bonnes vieilles techniques des prépas, ça. Pour lessiver intellectuellement les élèves afin que le truc, mais ça s'incruste dans ton esprit et puis que, Ouais, au-delà de coder Bitcoin, que tu réfléchisses philosophie de Bitcoin dans ta ouais, manière d'écrire du code, ouais, c'est fou. ouais. Ok, cool. Bon, maintenant, à ta sortie, du coup, tu as commencé à bosser sur un projet Bitcoin. Est-ce que tu peux nous en parler, enfin, pour ce que tu peux donner comme information dessus? Déjà quand j'étais à Cala, vers la fin, j'ai commencé à essayer de contribuer à un projet open source Bitcoin. Déjà, bon, il y a une chose que je dois dire, c'est que être à Cala, mes yeux se sont vraiment ouverts parce que, comme je t'ai dit dès le départ, tu as l'impression que tout le buzz se passe sur Ethereum et que tout ce qui est en train de se passer et sur Ethereum. Mais ça, c'est parce que on ne fait pas trop le buzz sur le Bitcoin. Il y a pas de service marketing pour Bitcoin. Voilà, il n'y a pas de service marketing pour Bitcoin. Mais quand tu regardes, il y a tellement de projets et ce sont tous des projets open source. Donc, du coup, toi, en tant que Mhm. développeur, du moment où tu as les connaissances, tu peux facilement essayer de contribuer. Et la majorité ont toujours des problèmes. Donc, si tu pars sur le site GitHub, il y a des problèmes ou bien des bugs sur le software que tu peux essayer de résoudre. Et c'est comme ça que moi, j'ai commencé en fait. J'avais commencé avec le Bitcoin Development Kit, qui est juste disons, un logiciel qui peut être utilisé par des développeurs de wallet, des développeurs de portefeuille Bitcoin.
Donc, l'idée, en fait, du Bitcoin Development Kit, c'est de faire en sorte que si toi, demain, tu veux développer un portefeuille Bitcoin, ça soit tellement facile pour toi parce que nous, on a fait tout le travail pour toi. Ouais, Donc, c'est comme un jeu de Logo quand toi tu viens juste voilà. rassembler des pièces et puis ça te permet de fonctionner. T'as pas besoin forcément d'écrire dans le dur, quoi, en fait. Voilà, exactement, exactement. Donc, c'est ça en fait le Bitcoin Development Kit. Donc, dès le départ, vraiment, ce que moi j'ai travaillé dessus, j'ai commencé à travailler dessus, c'était le code qui prend. Tu as vu, tu vois les 12 mots qu'on utilise pour faire les backups de wallet, là, La seed phrase. la seed phrase. Donc, la, de prendre la seed phrase et de la convertir en une représentation que le portefeuille peut comprendre. Et cette représentation, c'est beaucoup plus une clé privée. Comment tu pars de la seed à une clé privée? En fait, là, mon esprit est encore tout chaud en griffe parce que je sors de 2 heures d'écoute d'un podcast sur le sujet de seed phrase et Mhm. passphrase. Parce que Mhm. moi, je connaissais les seed phrases. Passphrase, je pensais pas à ça. Quand j'ai compris l'explication de comment on peut créer des sites phrases grâce à la passphrase et que ça permet de sécuriser plusieurs portefeuilles. Bref, c'est pour ça que Mhm. là, je suis un peu, les choses sont claires dans mon esprit parce que ça m'a ouvert de Mhm. nouvelles Mhm. connaissances. Mais là, Mhm. quand tu parles de euh, faire une représentation de la seed phrase pour un portefeuille, franchement, ce truc, c'est pas simple. Bref. Bref. Bon, C'était disons, pour couper court, tu Mhm. pars de la seed phrase à une clé privée. Une clé privée. Ok. Ouais. Ok. Ok. Je pense qu'il va falloir que, à un moment, je fasse un truc spécial sur les sites phrases, machin et tout. Et là, je vais essayer de mettre clairement mes idées dessus. Et puis, bah, parce que si tu veux transmettre le tout, faut vraiment que ce soit clair dans ta tête et que tu aies un cheminement limpide. Mais bon, je vais travailler dessus plus tard. Et puis bon, je pense que je vais te solliciter très certainement dessus. Il n'y a En pas fait, de problème. ok. Je rebondis sur un truc que tu as dit. Tu parlais du fait que le code, la plupart des initiatives sur Bitcoin, c'était open source. Je veux vraiment qu'on fasse un focus dessus. Mhm. C'est un changement de paradigme, en fait, et qui justifie le fait qu'on vous met, ils font une séance intensive pour vous immerger dans la philosophie de Bitcoin, de comment les choses sont pensées, Ouais. parce que tout est open source. Je dis open source, ça veut dire en fait que le code il est ouvert à tous. N'importe Voilà. qui peut venir le Voilà. voir, le lire, le Ouais. Ouais. corriger, faire Ouais. des propositions. Ouais. Et c'est même comme ça que le code Bitcoin il est open source. Et Mhm. aujourd'hui, les contributeurs, ceux qu'on appelle les développeurs Bitcoin Core, là, c'est des Mhm. gens qui, enfin, n'importe qui peut le faire, hein. Tu viens, Mhm. tu vois le code sur GitHub, tu fais ta proposition d'évolution, tu peux relire les propositions des gens, corriger. C'est comme ça que les gens se font un nom. Ils rentrent dans la Ouais. communauté, ils corrigent des trucs et tout. Ils se Ouais. font un nom et puis arrive un moment, tu peux faire une proposition qui sera, on va dire, regardée. Parce que un kidam qui vient faire une proposition, bon, il y a tellement de propositions que ça peut se noyer dedans. Il faut Ouais. avoir du poids d'abord. Donc ça veut dire faire les petites tâches un peu Ouais. ingrates Ouais. Ouais. pour Ouais. commencer Ouais. à se faire un nom. Et puis, au Voilà. fur et à mesure, tu peux faire de vraies propositions qui vont faire évoluer les choses. Et ça, c'est une philosophie qui est différente de... Enfin, bah, c'est pas nouveau, je veux dire, l'open source est quelque chose qui est connu depuis longtemps, mais les grandes choses, les logiciels les plus usuels, courants qu'on a l'habitude d'utiliser, la plupart Son c'est close des source. sans close source, en fait, c'est des propriétés d'entreprise, avec ça qu'elles se font du bif, tu me diras. Mais Bitcoin, c'est vraiment une autre manière de penser. On pense pour la communauté, on pense à faire des choses pour le bien de trucs. Je sais pas si, enfin, c'était quoi, toi, comment est-ce que tu as reçu ce changement de paradigme en fait dans ta formation, mais surtout dans la suite de ton évolution avec Bitcoin. Déjà, dès le départ, je me rappelle, dans ma tête, je me disais que il y a deux choses. C'était comme si j'avais,
c'était comme si j'avais trouvé quelque chose, j'avais compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que non seulement la prochaine technologie la plus puissante ou bien le prochain truc est en train d'être développé, mais il est là aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire Et que personne ne moi, fait en rien tant avec. et personne, et les gens s'en foutent, là, ils continuent leur vie comme si de rien n'était. Mais moi, en tant que développeur, avec les petites connaissances que j'ai, je peux avoir accès et je peux voir comment je peux contribuer à ce code. Donc, du coup, quelque chose là a tourné un peu dans mon cerveau quand j'ai eu cette idée-là. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et vraiment, comme tu dis là, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu commences, tu es comme un petit tâcheron qui résout les petits problèmes. Mais au fur et à mesure que tu travailles sur le code, tu commences à le comprendre petit à petit. Tu commences à comprendre comment est-ce que telle petite portion fonctionne. Tu commences à comprendre comment est-ce que tel côté du code fonctionne. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu es en train de comprendre la chose petit à petit. Donc, c'est comme ça que je peux dire que moi j'ai progressé. Mais non seulement, ce que je peux dire, c'est que le travail que je fais actuellement, il est totalement différent de ce que je faisais avant. C'est-à-dire que avant, quand je travaillais pour une entreprise, c'était que, bon, Vladimir, voilà ce que tu dois faire pendant la semaine. Actuellement, mon travail sur le projet sur lequel je travaille, je me lève le matin, je crée une liste, je dis aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire sur le Bitcoin. C'est comme ça que je travaille. C'est vrai que je travaille avec une équipe qui me suit, mais mes journées, vraiment, c'est moi qui les dessine, hein, c'est moi qui décide ce que je dois faire, ce que je dois travailler dessus. Personne n'a le contrôle sur mon travail et tout le reste. Et ce qui est important, comme tu disais, c'est que il y a des gens qui sont fortunés, qui sont prêts à mettre de l'argent pour s'assurer que les gens comme nous réussissent à porter notre pied à l'édifice. Moi, ces choses-là, quand je les ai connues, je dis, quand j'ai eu ces informations, hein, je suis comme toi, hein, je me dis, à chaque fois, au fur et à mesure que je découvre de nouvelles informations sur Bitcoin, je me dis, mais pourquoi les gens ne savent pas? Pourquoi il y a pas, ça passe pas aux médias? Pourquoi on n'en parle pas aux 20 heures? Parce Mhm, qu'il y a un truc qui est en train de se faire là et c'est énorme ce qui mhm, arrive. mhm, Et mhm, c'est dommage que les gens s'y intéressent pas assez. Enfin, mhm, j'espère que, enfin, d'avoir ton retour depuis l'intérieur sur ce processus que tu as suivi là, ça va mhm. inspirer des gens qui nous écoutent. Ouais, Donc, ouais, ouais. si vous êtes développeur, allez apprendre à développer ce Bitcoin. Franchement, ce sera probablement la meilleure chose qui vous sera arrivée en tant que développeur parce il y a énormément de choses à faire là-bas. Enfin, Ouais, ouais, quasiment tout est à construire, en fait. Enfin, ouais. je dis n'importe quoi, pas forcément dans le nœud du truc, mais tout ce qui est de l'usage et de l'interconnexion avec bon, les cas d'usage de Bitcoin, ça existe, mais je dis passer à la couche supérieure, en fait. Aujourd'hui, on est en train de bâtir Lightning, on pense au layer 3 de Bitcoin, mais apporter Bitcoin aux populations africaines dans leur day-to-day, dans leurs usages de tous les jours, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu as vu ce Ouais, que ouais. Kokatsu a fait comme ça avec enfin, les transferts USSD, enfin, Ouais, utiliser ouais, Bitcoin ouais, avec du USSD, c'est quelque ouais, chose de magnifique. Et ouais, ouais, je ouais. pense qu'il y a encore 1000 choses à faire dans ce sens-là. Ouais, il y Moi, a tellement beaucoup de choses à faire. j'ai vu par exemple les initiatives de Azteco, les cartes, Mhm, les mhm, mhm. vouchers Les Bitcoin. Je dis, vouchers. Mhm, je dis, mais franchement, fallait y penser, quoi. Et puis, les gens utilisent en Afrique du Sud, au Nigeria, les gens utilisent mhm, des mhm, vouchers pour mhm. s'envoyer du Bitcoin. J'étais à, j'étais à Lagos et puis je me rappelle, on avait un intervenant qui venait de Bitrefill. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Oui, Il fait bien sûr. exactement la même chose que Azteco, je Azteco. pense. Ah, ok, Ouais. ok. Donc, il nous avait donné, je pense, 20 dollars en Lightning. Et on ne faisait, je me rappelle, je ne faisais qu'utiliser ça pour acheter le crédit.
Toi, tu as des sats et tu dépenses ça comme ça pour... Voilà. J'étais en train d'acheter. Même chose, dès que je suis rentré au Cameroun, c'est ça que j'utilisais pour acheter. Je me rappelle, mon cousin était à la maison et un jour, il me dit, ah, tu sais, j'ai pas le crédit. Je dis, ouais, pas de problème. J'entre dans l'application, là, je tape quelques numéros et puis c'est fait. tu achètes du crédit Bon, téléphonique avec du Bitcoin. il y a une partie de l'histoire que j'ai coupée que j'aimerais bien finir, c'est-à-dire Mm. j'ai commencé à travailler sur cette application et j'ai été approché par l'équipe qui est derrière Bithos et ils étaient en train de chercher à mettre sur place une équipe de développeurs africains qui travaillent sur le Bitcoin. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'entretien avec eux. Et puis, bon, le reste, c'est l'histoire. Donc actuellement, tu bosses pour Bitrust Ouais, sur le Bitcoin Development Kit. quitte, voilà. Ok. Ben félicitations, je veux dire, c'est quelque chose de... Enfin, tu bosses pour Jay-Z et Jack Dorsey, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas C'est rien. assez intéressant, surtout quand on dit ça comme ça. Oh ouais, ben, il y a des éléments qu'on utilise pour accrocher. Je veux dire, il y a des gens pour qui entendre Beatles, c'est pas sexy, ça leur dit rien. Mais quand tu dis Ouais, ceux qui sont derrière, là, ça attire leur attention. Ils se disent, ah, c'est peut-être intéressant cette histoire-là, tu vois. Et bah, ouais, je vais pas me priver de mettre ça dans la description de l'épisode ouais, pour accrocher nos jeunes, ouais, nos, ouais. les plus jeunes. Ok, ok, bah, hyper intéressant, hyper intéressant. Je sais qu'il y a une initiative un peu dans ce sens-là, mais un peu plus d'Afrique francophone, parce que ce qu'il faut pas oublier, j'espère qu'on l'a mentionné, toutes ces initiatives-là, c'est par des anglophones, donc faut parler anglais, faut comprendre anglais pour pouvoir le Ouais, faire. ouais, ouais, Donc ça c'est dit. ouais, Maintenant, il me semble qu'il y a une initiative de ce type-là qui est menée par Fodé Diop au ouais, Sénégal. ouais. Il a créé une Bitcoin Dev Academy, je crois. Mhm. Bon, pas francophone, je veux dire, là aussi, c'est des formations en anglais. Je sais pas si déjà tu es familier de cette initiative-là. Et puis, c'est pareil aussi, je dis, c'est en anglais, c'est pas en français. Bon, je suis familier de cette initiative, mais je pense que la dernière fois que j'ai suivi Fodé, je pense qu'il n'avait pas encore commencé. Ok. Je sais pas, je pense qu'il programme commencer d'ici la fin de l'année, mais ce que je peux dire, c'est que vraiment, pour quelqu'un qui est d'abord francophone avant d'être anglophone, je peux dire que en quittant Kala, il y a une chose que vraiment qui était claire pour moi, c'est que il manque ça dans le monde francophone. Éclairant. Il manque ça. Donc, du coup, dans ma tête, là où je suis, je me dis vraiment, j'espère que Fodé réussisse à mettre ça sur pied très rapidement. Ouais. Ok. Et puis, enfin, tu feras très certainement partie des gens de la prochaine cohorte qui vont pousser ce type d'initiative. Je n'en doute pas une seule seconde. Et puis bon, on verra parce que clairement, hein, comme tu le dis, moi quand je regarde, j'essaie de cartographier parce que je fais une grosse veille sur tout ce qui est initiative Bitcoin en Afrique de façon générale, que ce soit Mhm, anglophone comme francophone. Mais bon, mhm. comme tu dois te douter, le plus gros des initiatives, de Lagos, ça vient du Ouais, ça Nigeria, vient ça de vient du Lagos. Kenya, ça vient d'Afrique du Sud, mais Ouais, surtout Lagos, hein. Là, ouais, je lis de Lagos. plus en plus d'articles dessus. C'est le Nigeria qui est en train de tirer l'adoption de Bitcoin en Afrique. Ce qu'ils font là, Ouais, c'est juste génial et magnifique. Moi, je suis en admiration quand j'écoute les gars dans les spaces, leur niveau d'engagement, ouais, comment est-ce que ils foncent dans le truc et qu'ils n'hésitent pas à ouais, entreprendre, tu vas mettre dans le vrai sens du terme. Je vois les startups nigérianes qui sont en train de déployer des solutions autour de Bitcoin. C'est ouais. fou. Ces gars-là, ils ont un mindset particulier. Bah, dommage qu'on l'ait pas avec cette intensité-là dans le milieu francophone, mais je n'ai aucun doute qu'on va y arriver aussi, Moi-même, naturellement. moi-même, moi-même. Du coup,
On doit y travailler. On doit y travailler. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On doit y travailler. C'est sûr. Ok. Ouais. Bon, on va terminer par la question habituelle du podcast. Est-ce qu'il y a un bitcoiner africain que tu veux bien écouter sur ce podcast? Hmm. Francophone, hein, parce que mon niveau en anglais, il me permet pas de mener une interview de niveau acceptable en anglais. Donc, Anglophone, il y a des gens comme... j'ai beaucoup de camarades à Kala que je pense que tu pourras bien parler avec eux. Il y a les gens comme Enigbe, qui est une développeuse nigériane. Il y a les gens comme Rokundo Collins, qui est un développeur en Ouganda. Et il y a les gens comme Theophilus Issa, qui est un autre développeur, il travaille pour Galoy. Euh, pour ce qui est de l'Afrique francophone, je n'ai pas de mhm. nom spécifique, mais je dois dire que je suivais, je ne sais pas, tu connais Run with Bitcoin. Yes, J'ai suivi son parcours récemment au Cameroun. Et je me rappelle quand je quittais le Cameroun pour Nairobi, dans ma tête, je me disais que mais, le Bitcoin, c'est la même. Est-ce qu'il y a des gens sur place qui font ça? Et du coup, il fallait qu'un étranger arrive chez moi pour me montrer que il y a des il y a des gens sur bitcoiners place, au Cameroun. voilà, qui sont en train de faire dans le Bitcoin. Donc, il y a les gens il s'appelle Mountain Bitcoin. Je pense si tu cherches, Je le suis, je les suis sur Twitter, mais je pensais pas qu'ils étaient francophones. il y en a des francophones parmi. Il y en a des Ok. francophones parmi. Et je t'avoue que j'ai eu le même réflexe que toi. En fait, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est un mec, je sais pas il est de quelle origine exactement, Il est mais indien. Il est il est indien, d'origine. Ouais, exactement. Il est d'origine indienne. Et là, il est en train de faire, je pense que c'est le tour du monde, hein, et pour l'instant, il est en Afrique. ouais, ouais. Et donc, il a visité énormément de pays en Afrique. Je veux dire, par exemple, bah, j'ai vu son tour au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Cameroun. Je pense actuellement, il est en République centrafricaine. Ouais, Les derniers ouais, tweets que j'ai vus, je pense qu'il est ouais. actuellement en République centrafricaine. Il a fait le Soudan. Ça Ouais, m'étonne. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va foutre au Soudan? Il a fait le Soudan. Et dans chacun de ces pays-là, bah déjà, il se déplace avec les moyens les transports locaux, il emprunte le bus, le taxi, ça lui est arrivé de dormir dans les bus et puis il raconte son histoire sur son blog, il fait des mhm. vidéos et surtout il fait des meet-up avec les bitcoiners dans chacun des pays, des villes dans lesquelles il passe. Et justement, quand il est passé au Cameroun, moi aussi, je suis allé un peu, comme on appelle, le suivre pour voir ce qu'il allait mentionner, les bitcoiners au Cameroun. Et puis, j'allais rentrer en contact avec eux. C'est comme ça que j'ai vu, justement, Bitcoin Mountain dont tu parles là. Ouais, ouais, Mais pour moi, enfin, moi, ça m'a semblé être un groupe d'anglophones. Parce que, en même temps, au Cameroun, il y a des anglophones. Donc, ça m'a ouais, semblé être ouais, plutôt un groupe d'anglophones. Mais je l'ai bien dans ma to-do list des gens à contacter. Mais merci de me rappeler ça. ouais. Je vais le faire. Mm. Ok, ok. Top. Merci beaucoup, Vladimir. Moi, je suis content de l'entretien, enfin, de discuter avec quelqu'un qui est dans le cœur du réacteur. Et surtout content de voir des francophones intéressés par le truc et qui ont suivi ces choses-là. Vraiment, merci beaucoup, Vladimir, pour les infos, pour la qualité de la discussion. Merci de m'avoir sur ton podcast. Beaucoup de courage. Tu fais vraiment un travail magnifique pour la communauté. Ouais. Je t'en prie, je t'en prie. C'est avec beaucoup de plaisir que je fais ça ici à travers ces échanges qu'on a. Ça peut créer des vocations, toucher des personnes, emmener des gens à se poser des questions. Parce que c'est Ouais, en se commençant à se poser des questions que on découvre ces choses intéressantes là, et puis on rentre dedans et puis on veut plus sortir. ouais, 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 Donc ouais, j'espère qu'on ouais, pourra toucher ouais, des gens. Moi, ça, c'est tout.
c'est l'objectif de ce podcast. Et c'est avec, je serais heureux s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui vient après te solliciter ou me solliciter pour chercher à rentrer dans le cas ou à Ouais, comprendre ces ouais, choses-là. ouais. En tout cas, merci beaucoup Vladimir et De puis rien, on se de rien. dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.